merci Jean-Michel, merci Raymond, merci Jean-André de nous avoir préparé cette soirée sur la justification des subventions qu'on a reçues. J'espère qu'on ne va pas faire comme on a trouvé une fois dans des archives d'une organisation où, en guise de justification, ceux qui avaient reçu la subvention avaient écrit tout simplement, on a fait la même chose que l'année passée. Au moins, c'était court. C'était court, c'était cool. Et je crois que vous avez quand même quelques remarques pour éviter ce genre de situation. À vous. Je pense que contrairement au bac où quand tu dis oser, c'est ça, là, oser, c'est 0. Hein. Ça, c'est la zone de risque. Hein. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme les semaines précédentes, nous allons donc vous présenter aujourd'hui les mardis de la FAFA sur le thème la justification des subventions de subfinancement. Donc, l'organisation de cette journée, cette soirée sera animée par Jean-Michel et Jean-André de la Note, qui est responsable de la centrale OFAGE pour la FAFA. Jean-Michel, secrétaire général de la FAFA pour l'Europe. Et moi, je serai plus là en soutien aujourd'hui pour faire passer les questions. Donc, questions que vous envoyez bien par chat et non pas en prenant la parole, s'il vous plaît. Je les récupère et je les fais passer à tout le monde. Voilà. Alors, comme d'habitude, donc l'organisation de la soirée, 20h, 20h15, comment la FAFA vous accompagne. Donc, on a décidé de commencer cette réunion par vous repréciser un petit peu les services qu'on peut vous apporter, comment on peut vous accompagner dans les demandes de subventions, puisque c'est quand même le thème aujourd'hui. Hein. Et après, il y aura quelques éléments de méthode de 20h15 à 20h45 et 20h45, 21h, questions-réponses. Voilà, je vous laisse la parole. Donc, Jean-Michel et Jean-André, je ne sais pas comment vous êtes répartis après la suite. La FAFA vous accompagne. Donc, évidemment, ce qu'on vous présente, c'est pour nos adhérents. Si vous n'êtes pas encore adhérent, soyez les bienvenus dans notre fédération. Et donc, le premier service que je vais laisser la parole à Jean-André, c'est évidemment notre centrale OFAGE. Merci. Oui, alors la centrale OFAGE, c'est un service qui a été mis en place au sein de la FAFA, qui existe depuis pratiquement que l'OFAGE existe, donc c'est assez vieux. En fait, on a signé une convention avec l'OFAGE et de par cette convention, nous sommes habilités à traiter les demandes de subvention de nos adhérents. C'est-à-dire qu'en fait, on est un service instructeur et on transmet à l'OFAGE. En contrepartie, l'OFAGE nous accorde une dotation annuelle et cette dotation est réservée aux demandes de subvention de nos adhérents. Donc, non seulement on instruit, mais en même temps, on conseille et on suggère au comité adhérent, et c'est là qu'intervient effectivement la justification. Vous savez que l'OFAGE a des directives qu'il faut respecter, et on ne peut pas demander une subvention pour n'importe quoi à l'OFAGE. Je ne vais pas entrer dans le détail maintenant, mais on se charge d'expliquer ça. Ça, c'est comment on est éligible à une subvention OFAGE. Je vais prendre deux éléments, par exemple, très, très simples. Qui sont des éléments de base, il faut qu'il y ait une rencontre entre des jeunes Français et des jeunes Allemands. Ça, c'est la première base. On a quelquefois des demandes de comités qui se manifestent et puis qui disent, bon, ben, j'envoie un groupe là-bas, ils vont visiter tel musée, ils vont aller à la piscine, ils vont faire ci, et puis je leur demande, mais à quel moment ils rencontrent les Allemands? Ben, ils ne les rencontrent pas. Donc ça, l'OFAGE ne subventionne pas. Donc c'est dans ce sens-là qu'on intervient auprès des adhérents, donc pas seulement pour gérer, pour instruire le dossier, mais également pour que ça rentre dans les clous des directives, que ça corresponde effectivement à ce qu'attend l'OFAGE. Et on doit vérifier effectivement que lorsque c'est réalisé, eh bien, ceci a été respecté. Bon, mais ce que je dis, ça concerne la centrale OFAGE, mais à titre personnel, j'ai déjà fait d'autres demandes de subvention à d'autres organismes. La procédure est toujours un peu la même. On doit regarder ce qu'attend le financeur. On voit si on rentre dedans. Si on rentre dedans, ben on dépose un dossier et à la fin, on doit ensuite vérifier qu'on a bien respecté ce à quoi on s'était engagé. Donc voilà en gros le principe.
Alors, l'intérêt de la centralophage et la force de la centralophage, évidemment, c'est qu'ils vous accompagnent pour déposer le dossier, mais ils vont aussi vous accompagner au moment de la justification des dossiers, qui est le thème de ce soir. Et on le verra un peu plus tard, mal justifier un dossier, c'est risquer de tout perdre. Donc, le rôle de la centralophage, c'est aussi un rôle d'accompagnement lorsque l'opération a été réalisée et qu'il faut la justifier auprès de nos financeurs. Oui, on veille notamment, il y a quand on dépose un dossier de demande de subvention, donc on a un projet qui est déposé à l'OFAGE, et après le projet, il faut vérifier que c'est bien ce projet qui a été réalisé. Donc il faut respecter, on verra un peu plus tard, il faut donc respecter la cohérence. Hein, il faut que ça corresponde à ce que on avait prévu au départ. Alors, bien entendu, l'OFAGE sait très bien que lorsqu'on dépose un dossier, c'est du prévisionnel. Il y a des choses qui peuvent changer, il y a des détails qui peuvent changer, mais le fond doit rester identique après la réalisation de la rencontre. Et c'est valable pour n'importe quelle demande de subvention. Hein. Voilà. Mais l'avantage, c'est que le service que vous offre la centralophage, c'est que vous avez des personnes qui connaissent très bien l'organisation de l'OFAGE, qui font une première relecture, qui s'assurent que les pièces sont justes avant de les transmettre à l'OFAGE. Et s'il y a des soucis, ils reviennent vers vous pour vous aider à mieux caler votre dossier. L'important, c'est d'avoir un dossier très propre quand on dépose évidemment, c'est justificatif. Et on le verra un peu plus loin, en fonction des financeurs, le niveau de contrôle peut être plus ou moins élevé et des erreurs plus ou moins acceptées. Oui, avec l'OFAGE, on n'a pas trop de problèmes. Enfin, il y a des directives à respecter. Hein, il ne faut jamais oublier que les fonds dont nous disposons sont des fonds publics et même l'OFAGE est tenu donc de justifier l'utilisation qu'il fait des fonds, des subventions qu'il accorde. C'est pour ça qu'il faut envoyer un certain nombre de documents, on verra plus loin, hein, qui sont des documents originaux, type liste des participants ou bien des comptes d'utilisation de la subvention. Ok. Donc on continue. Au-delà évidemment de la centralophage, des éléments que nous avons déjà eu l'occasion de partager, hein, la FAFA a mis en place un certain nombre d'outils, à la fois notre workplace, et pour les gens qui n'y sont pas encore, on vous invite à venir nous rejoindre. Hein. C'est un espace qui a été mis en place durant le confinement, qui va être amené à monter en puissance pendant cette année 2020 et qui sera certainement encore plus opérationnel dans les semaines qui viennent. Donc on a des espaces un peu dédiés pour pouvoir échanger, que vous échangiez entre vous. L'échange entre les pairs, c'est quelque chose de très important. On a évidemment maintenant Google Meet. On fait les mardis de la FAFA, mais on peut très facilement organiser des réunions à 4, à 5 et avoir un échange avec vous à un instant donné sur vos problématiques sans qu'on soit obligé de se déplacer. L'avantage et la force de ces produits, c'est qu'on peut avoir quelqu'un qui est à Lille, quelqu'un qui se trouve en Bretagne et quelqu'un qui va être en Poitou-Charentes, des animateurs, un à Lille, d'autres, pourquoi pas à Chambéry, et donc pouvoir échanger comme si on était tous ensemble dans une même pièce. Donc c'est un plus. La deuxième force, c'est on a commencé à le lancer et on va le perdurer. C'est des formations temps présentielles et je pense que à l'issue de ce confinement et du Covid-19, on mettra en place aussi des formations en distanciel au travers de peut-être matinées de formation ou soirées de formation. On a évidemment toute la démarche d'accompagnement projet et également accompagnement lorsque l'on justifie des subventions. La justification des subventions, c'est pour moi intégrante du projet. Et puis on a évidemment les outils autour de Google for Non-Profit qui nous permettent de travailler en collaboratif. Donc, l'accompagnement que peut vous apporter la FAFA lorsque vous êtes amené à faire vos comptes rendus financiers, c'est premièrement vous aider dans la structuration de vos justificatifs
c'est d'apporter une deuxième lecture et de faire ce qu'on appelle le contrôle de cohérence. C'est évidemment d'avoir une relecture et c'est aussi de vérifier. Alors, pourquoi? Parce que le contrôle de cohérence, c'est la chose la plus importante quand on est amené à faire des documents. Si vous avez des fiches de présence, s'il y a 10 personnes qui sont sur les fiches de présence, vous écrivez que vous avez 11 personnes. C'est 10, c'est pas 11. Alors peut-être que dans votre projet initial, il était prévu qu'il y ait 11 personnes. Il y a une personne qui ne s'est pas rendue à la manifestation, qui n'est pas venue, et donc on passe de 10 à 11. La relecture, c'est aussi important. On l'expliquait la semaine dernière quand on parlait des demandes de subventions. Les comptes rendus, c'est un peu identique, phrase courte, phrase simple, compréhensible par tous. Les gens lisent beaucoup de comptes rendus, donc il faut aussi un peu leur simplifier les choses et puis aider à la structuration de vos justificatifs. N'oubliez pas que tout le travail que vous faites, c'est un travail que n'aura pas à faire votre service instructeur. Et s'il trouve des petites erreurs alors que vous avez bien préparé le travail, il sera plus indulgent avec vous que si vous lui donnez une sorte de tas en disant maintenant, si tu veux savoir combien il y a de jeunes, tu vas compter. Si tu veux savoir combien coûte l'hôtel, tu vas le chercher. Là, vous avez pas des points et quelquefois, c'est préjudiciable. Moi, je connais des contrôleurs, ils trouvent pas la dépense, ils la retirent. Hein. Ils la trouvent pas, ils cherchent pas. Le document n'est pas assez clair. Donc, nous, on va essayer d'avoir un regard de gens qui avons fait pendant longtemps de la subvention et qui avons un peu l'habitude de traiter ce type de dossier. Donc ça, évidemment, c'est un service plus pour nos adhérents. Donc si vous n'êtes pas encore adhérent, ben, on vous invite de vous rapprocher de notre présidente, hein, Barbara Martin-Koubis, sur président@fafa pour l'Europe, ou son téléphone. Et puis, on vous enverra le lien, mais vous avez la possibilité également de prendre votre adhésion en ligne par le bulletin d'adhésion. Et si vous êtes affecté à une union régionale, ça sera la FAFA qui rétrocédera la partie union régionale directement. Voilà, pour simplifier un peu les choses. Alors, l'idée de ce soir, c'est quand même aussi de vous partager quelques éléments de méthode. Lorsqu'on échangeait avec Jean-André en préparant cette soirée, on se rend compte l'un et l'autre qu'on a fait depuis très longtemps et qu'on fait depuis très longtemps de la justificative de subvention. Moi, j'y suis un peu tous les jours avec des partenaires plus ou moins pointilleux. Et donc, c'était intéressant et Jean-André a aussi beaucoup géré ça pendant longtemps. Le fait encore dans la centrale au phage. Et donc, c'est intéressant de vous partager un peu quelques éléments de méthode qui sont plutôt des éléments de bonne pratique qu'il est intéressant de vous partager. Quelque chose qui, pour moi, est très important. Avant de commencer, la justification du projet commence avant la réalisation du projet. Alors, c'est un peu étonnant, mais souvent, les gens, ils disent j'ai fait un dossier de demande de subvention, et puis on a été notifié, on vient de recevoir un courrier, un mail, pour quelquefois une convention, et puis on fait l'action, et puis quand l'action est terminée, généralement, on dit l'action a été un peu fatigante, donc je vais me reposer ou je vais me poser pendant 1 ou 2 semaines, puis après, je vais m'attaquer au justificatif pour pouvoir répondre ça. Alors, sachez que c'est probablement une méthode qui pourrait marcher dans beaucoup de cas, mais en fait, c'est pas la meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est que la justification, elle se prépare dès le moment où vous avez même commencé à rédiger le document, rédiger la demande de subvention. La notification, ce n'est que la transformation de ce que vous avez fait. Donc, pendant tout le projet, il faut que vous pensiez à respecter ce qui a été proposé. Alors, je pense que moi, je vois ça dans les dossiers que je gère, et Jean-André encore certainement plus que moi dans notre environnement, qui est l'environnement des jumelages.
Le nombre de gens qui disent je vais faire partir 25 personnes parce que 25 c'est un bon nombre, alors que déjà ils savaient qu'au maximum il enverrait 15 personnes, c'est un petit peu un peu dommage. Et puis on sait qu'il faut préparer un certain nombre de documents, donc plus on anticipe, plus on se porte. Si on peut même rédiger un peu la vie du projet, parce qu'à un moment, dans un justificatif, on va vous demander comment s'est passé le projet. Donc, comment s'est passé le projet, ça veut dire que si vous écrivez que vous avez eu des réunions, que vous avez rencontré telle ou telle difficulté, un conseil, faites-le un peu au fil de l'eau. Pourquoi? Parce que quand vous serez dans le feu de l'action, vous ferez le projet, et puis quand vous serez sorti du feu de l'action, vous aurez un peu oublié quelquefois certains détails. Alors, le Covid-19 est tellement important que les projets qui ont été reportés, on peut penser que 2020, on va s'en souvenir encore pendant quelques temps, mais quelquefois, il y a eu une grève SNCF qui fait qu'un voyage qui était prévu avec des jeunes a dû être reporté, tout simplement. Donc, et ça, c'est bien de le noter parce que quand vous serez amené à justifier pourquoi votre projet s'est décalé, eh ben vous aurez noté qu'il y avait une grève SNCF ou une grève d'avion ou un problème avec votre voyagiste et que donc vous pouvez le justifier. La deuxième point qui est très important dans la démarche, c'est penser toujours à relire les attendus du financeur. Et si vous avez un document, on regardera tout à l'heure plus précisément un des documents qui est le document du FDVA qu'on a regardé la semaine dernière, c'est le document que j'ai choisi comme illustration. Vous avez des pré-questions et donc vous pouvez commencer à les pré-remplir. La partie préparatoire au congrès, pardon, pas au congrès, la partie préparatoire au projet, vous pouvez la remplir avant le projet. Et un certain nombre d'éléments que vous pouvez pré-remplir. Le troisième point, c'est évidemment respecter le cadre contractuel de la convention de financement. Alors, je vais un peu au-delà des subventions, on va dire, OFAGE, qui a ses propres directives, mais des subventions du Fonds social européen, d'Europe des citoyens, des subventions un peu plus structurées. Vous avez une convention, il faut la lire. Et c'est quelque chose d'important. Les gens ne lisent pas la convention, ne lisent pas les attendus et ne lisent pas pourquoi ils se sont engagés. Et quand vous serez amené à remplir le bilan, évidemment, vous serez obligé de revenir sur cet élément-là. Le quatrième point, respecter les règles de publicité. Vous êtes financé par des instituts, des organisations. Généralement, ils souhaitent que vous déposiez leur logo sur vos affiches, sur votre communication. Donc, vous devez apposer les logos. Il y a peut-être ce qu'on appelle une charte graphique. Donc, il faut être respectueux de ça. Juste pour votre information, si un jour vous êtes amené à faire des subventions européennes, le non-respect de la publicité est une des clauses qui permet de mettre à zéro une subvention. Vous n'avez mis aucun logo de l'Europe, vous avez un contrôleur qui se rend compte que vous n'avez pas de logo, il peut très bien mettre votre subvention à zéro. C'est un non-respect d'une clause contractuelle. Pensez à mettre en place la traçabilité, pensez à remplir les indicateurs. On reviendra tout à l'heure sur la traçabilité et ce que veut dire ce terme un peu barbare. Avoir une comptabilité indépendante. Généralement, les financeurs, ils veulent être en capacité de bien s'assurer qu'on n'a pas un mélange. Donc, dans des entreprises, on fait souvent des codes analytiques, mais si vous avez des grosses opérations, avoir un compte bancaire indépendant, c'est une
c'est utile. Et si vous n'avez pas de comptabilité indépendante, il faut vraiment que vous mettiez en place une vraie traçabilité pour que, en cas de contrôle, vous puissiez prouver que vous avez bien séparé toutes les pièces et que les pièces sont bien affectées au bon endroit. Le conseil aussi qu'on peut vous partager, mais plutôt maintenant, ça c'est avec l'expérience, pensez à faire une revue de presse de votre manifestation. Vous avez des articles de presse, vous avez fait des interviews, pensez à le faire. Et surtout, un dernier point, faites des photos, des vidéos. Il y a quelques années, il était compliqué, en effet, de faire de la photo et de la vidéo. Aujourd'hui, avec les smartphones, c'est vraiment d'une grande, grande simplicité. Donc ça, c'est vraiment 8 petits points. On va approfondir certains d'entre eux, mais clairement, pensez à respecter ce qui a été proposé, pensez à anticiper. Je vous rappelle, on peut prendre un cas, c'est le cas par exemple des fiches de présence. La fiche de présence est généralement obligatoire. Si on prend les normes européennes, généralement, on ne fait pas signer une seule fois dans la journée, mais on fait signer le matin et l'après-midi. Le Fonds social européen, par exemple, c'est on signe le matin et on signe l'après-midi. Donc, si vous avez des fiches de présence, soit vous avez une règle clairement dictée par votre financeur qui vous dit « je veux que ça soit signé une fois par jour ». Si ce n'est pas dicté, je vous invite à prendre plutôt cette règle du Fonds social européen, qu'elle mérite au moins de couvrir les choses. Une signature le matin, une signature l'après-midi et des fiches de présence évidemment logotées. Je vous rappelle que si vous n'avez pas pu faire signer les gens, c'est pas que lorsqu'ils seront partis que vous pourrez le faire. Donc ça, c'est le genre de choses qu'il faut clairement anticiper. Oui, Jean-André. En ce qui concerne Jean-Michel, en ce qui concerne l'OFAGE, bon, c'est un peu plus, c'est un petit peu plus simple. L'OFAGE demande quand même à ce que les participants signent doivent émarger une liste. Alors, il se produit très souvent dans les dossiers que je vois, les comités m'envoient, ah ben on a oublié de faire signer les participants. Ah ben j'ai dit, écoutez, vous débrouillez-vous pour les rattraper, mais vous imaginez que ça n'est pas très très simple. Je donne toujours. Alors, l'OFAGE ne demande pas que ce soit signé le matin et l'après-midi, d'abord parce que ça dure au moins 4 jours. Je conseille toujours dans ces cas-là, écoutez, vous partez avec votre groupe, vous rencontrez les Allemands, faites signer le premier jour. C'est des trucs tout bêtes, mais je peux vous dire j'ai tous les ans 2 ou 3 comités qui ont oublié de faire signer. Alors, vous imaginez que les rencontres ont lieu pendant les vacances scolaires, les vacances d'été, et on me répond, bah oui, mais je ne vais pas récupérer les jeunes avant la rentrée. Bah, je dis, écoutez, débrouillez-vous. Parce qu'en plus, l'OFAGE demande la liste originale, hein, et pas une copie. Donc, oui. C'est un petit peu différent par rapport à l'Europe. Et vous voyez, même l'OFAGE, qui pourtant a un fonctionnement, je dirais, plus souple, tient beaucoup à ça, parce qu'en fait, c'est là-dessus qu'il se base pour calculer le montant définitif de la subvention. En théorie, vous déclarez 12 personnes, il y a 11 signatures. Normalement, c'est 11 jeunes qui sont pris en compte. Hein. C'est ça. Voilà. Parce que c'est la preuve, c'est des signatures. Alors, quand vous n'avez pas de règle, la LOFAGE a une règle. Quand vous n'avez pas de règle, je vous invite clairement à prendre les règles européennes matin, après-midi. Généralement, ça passe partout. Donc, souvent, j'ai tendance à prendre quelquefois quelques règles européennes parce que l'avantage, c'est que ça permet généralement qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Alors, quelques éléments. Je vous ai mis un document, mais je vais le prendre en plus grand. C'est le compte-rendu financier de subvention du FDVA qui est sur le site du FDVA et donc qui comprend un certain nombre de parties, un bilan qualitatif, un tableau de synthèse et des données chiffrées. Si vous faites un FDVA, je vous invite clairement. Alors, il faut que je change juste de fenêtre de partage. Je vous invite clairement à lire les attendus
que vous aurez à justifier ensuite. Vous avez le compte-rendu financier du financeur, et là, on va essayer de le regarder. Qu'est-ce qu'ils disent? Le compte-rendu a pour objet la description des opérations comptables qui attestent de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Vous avez fait une demande de subvention, vous aviez indiqué que vous feriez un certain nombre de choses. Dans le cadre du FDVA, voici le formulaire qu'il conviendra de remplir. Alors, qu'est-ce que va comprendre entre autres votre bilan financier? Donc, vous avez à faire le compte-rendu financier qui est composé de 3 feuillets, un bilan qualitatif de l'action, un tableau de données chiffré et l'annexe explicative du tableau. Et avant qu'on regarde un peu plus dans le détail, je vais passer la parole à Raymond pour qu'on puisse répondre éventuellement à un certain nombre de questions. Donc, je retire mon partage d'écran. La première question, je voulais savoir si vous avez déjà abordé le projet associatif. Non, on n'a pas abordé le projet associatif, on pourrait, mais c'est de la gestion de projet au service d'une association. Donc, on pourrait tout à fait le refaire parce que de plus en plus, dans le FDVA, c'est demandé, le projet associatif. Moi, dans ma mairie, c'est demandé. Dans les demandes de subventions qu'on va être amené à faire sur Saint-Brieuc, on mettra le projet associatif de la fédération et de ses rapports. Oui, Anne, c'est un thème qu'on pourrait tout à fait aborder, alors soit dans cette saison, soit à partir de l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, c'est à partir de septembre. Oui, c'est un point qu'on peut tout à fait aborder. Acle de Lille dit leur relecture. Donc j'ai supposé que c'était Jean-André et Amélie, j'ai complété, est très utile car les formulaires sont très complexes et parfois on a du mal à replacer les sommes là où elles devraient aller. C'est plus une remarque. Hein. Annick Lepage, dans le même ordre d'idées. Pendant que j'y pense, conseilleriez-vous de proposer aux services financeurs de leur rendre visite, si possible, par exemple le département, pour expliquer de vive voix le compte-rendu, surtout si certains points ne sont pas clairs? J'avoue, je ne comprends pas tout à fait la question. Normalement, en fonction des projets, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des visites sur place, mais je ne suis pas sûr que dans les projets qu'on gère, et au vu des volumes financiers, ça soit le cas. Moi, souvent, j'ai des échanges avec mes services instructeurs. J'en aurai un demain. Ça va se faire par téléphone et par mail. Normalement, c'est plutôt pour répondre à des questions. À vous de faire un compte-rendu qui est assez lisible pour plutôt apporter des précisions et pas de dire je vais faire un compte-rendu, j'attendrai qu'il me pose des questions. Non, il faut... S'il y a des points qui ne sont pas clairs, ça veut dire que le compte-rendu, il n'est pas au point. Quoi. Ouais. C'est tout simplement. Je vois mal un service instructeur ou un service financeur se déplacer, venir sur place. Hein. Alors, ensuite, Élise qui posait la question. Si vous avez des très très gros volumes de subventions, mais même là, ça se passe par téléphone. Pardon. Élise qui posait la question, il faut faire signer les Français et les Allemands. Oui, il faut faire signer tous les participants en fait. Hein, ça dépend du type de demande de subvention. S'il s'agit de demande de subvention au FAGE où un groupe de Français se rend chez le partenaire et il y a une subvention uniquement pour les Français, à ce moment-là, il faut faire signer les Français, ça c'est clair. Si c'est une rencontre en tiers-lieu, c'est-à-dire que l'on rassemble des Français et des Allemands dans un endroit en France, et il y a une subvention pour les Français et pour les Allemands, il faut faire signer effectivement tout le monde, y compris l'équipe d'encadrement. Mais ça concerne l'OFAGE. Alors après, effectivement, dans d'autres types de dossiers, à mon avis, la meilleure solution, c'est de faire signer tout le monde. Ça, c'est clair. Oui. Voilà. Toujours Annick Lepage, je voulais savoir si les services instructeurs sont disposés à recevoir le public, mais ne me surprend pas plus que cela. Ta réponse ne me surprend pas plus que cela. Le contraire, aller voir chez eux. La réponse, c'est que ça dépend clairement des services instructeurs. Non, mais moi, pour répondre à la question d'Annick, en fait, pour avoir des instructeurs très différents en région, caisse des dépôts et même des fois le Fonds social européen,
il y a des services instructeurs qui reçoivent du public et d'autres services instructeurs où ça se passe par téléphone et d'autres par courrier même, hein. D'accord. Donc, c'est vraiment lié à chaque service instructeur. Ces instructeurs, ils ne voient jamais les porteurs de projets, hein. Absolument jamais, hein. Alors, par contre, il y a peut-être un exemple, mais c'est très spécifique, ça concerne les financements FDVA. Je ne sais pas si c'est partout comme ça dans le département, mais il existe dans le département du Nord, par exemple, pour les subventions FDVA, ce qu'on appelle des pôles d'information à la vie associative. Ce sont souvent des centres socioculturels, des maisons pour associations, qui sont là pour aider au montage des dossiers et qui, eux, ont des contacts avec le service instructeur. Pour le département du Nord, c'est une personne qui s'en occupe, dont j'ai oublié le nom, et notre union régionale est membre d'une autre association qui a des contacts très directs avec cette personne. Donc il faut peut-être voir sur place ce qui existe. Je vois mal un comité lambda s'adresser directement au service instructeur. Il y a peut-être des relais sur place à chercher. Il faut faire une recherche sur le thème pôle d'information à la vie associative. On appelle ça des PIVA. Oui, et puis pour compléter ce que dit Jean-André, c'est un petit peu comme pour Europe des citoyens, où Christine Marotteux, qui était intervenue en Bretagne, et peut-être aussi en Bretagne, enfin en Bretagne c'est sûr, elle était intervenue aussi en Île-de-France, et aussi donc dans les Hauts-de-France, peut vous aider dans la phase de constitution du dossier et devrait pouvoir un peu vous accompagner dans la phase de dépôt de pièces justificatives, mais ça ne peut être qu'une aide et ça ne remplacera pas la rédaction du dossier. Voilà. Donc, je vous propose de continuer, mais oui, il y avait juste Ludovic qui confirmait ce que tu venais de dire, hein. Il n'y a pas de problème. Merci Ludovic. Et ce qui est quand même très très étonnant, c'est que souvent les gens négligent la partie contrôle, hein. La partie élaboration du bilan, et pourtant je peux vous assurer que c'est la partie la plus importante, hein. Moi je dis souvent à mes interlocuteurs, il est assez facile d'obtenir une subvention. Donc on revient là un peu sur les FDVA, et donc en fait ce que je disais, c'est que souvent les gens ils pensent que ça a été notifié, donc ils vont avoir l'argent. Alors, il est quelquefois facile, plus ou moins facile, d'avoir 5 000 € pour une rencontre, mais que je vous rappelle que tant que vous n'avez pas justifié des dépenses et du fait que l'action ait vraiment eu lieu conformément à ce que vous aviez prévu, vous n'avez pas les 5 000 €, hein. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et c'est tant que vous n'avez pas l'argent sur votre compte que il est nécessaire de bien préparer les choses. Donc, un compte-rendu financier qui soit un bilan qualitatif de l'action, on va le regarder après, un tableau de données chiffré, et puis une annexe explicative du tableau pour voir ce qu'il faut faire. Bon, voilà, donc on retrouve des choses assez classiques. Si on prend le FDVA, le fait de savoir ce qui va être attendu par le service instructeur au moment du bilan, c'est quand même intéressant de le lire avant que l'action se passe. Parce que décrire précisément la mise en œuvre de l'action, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Au fil du temps, vous notez les éléments probants. Donc, c'est là où vous allez le retrouver. Donc, ça veut dire que cette partie-là, vous pouvez avoir une partie, une phrase de préparation et comment s'est passée l'action. Donc, vous avez noté avant, pendant l'action, et c'est là où vous allez décrire. Quel est le nombre approximatif de personnes bénéficiaires par type de public? Si vous n'avez pas mis en place une sorte de tableau de bord et de suivi des indicateurs, vous n'allez pas, 2 mois après l'action, vous souvenir qu'il y avait 50 personnes et que j'avais tant de personnes de tel type, de telle personne, par exemple des quartiers défavorisés. Vous voyez peut-être que dans les nouveaux appels à projets,
on vous demande régulièrement combien y a-t-il de personnes dans ce qu'on appelle les QPV, les quartiers les plus défavorisés. Et donc là, si vous n'avez pas mis en place la traçabilité préalablement, vous aurez un peu de difficulté pour le faire a posteriori. Quelles ont été les dates et lieux de réalisation de votre action? Bon, ça, généralement, c'est assez facile. Les objectifs de l'action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés? Lorsque vous avez fait votre demande de subvention, vous avez indiqué que vous alliez faire peut-être une manifestation et que dans cette manifestation, eh bien, vous auriez 50 personnes. Bon, bah, si vous en avez 45, est-ce qu'ils ont été atteints? Pas tout à fait. Est-ce que vous les avez dépassés? Oui. Et là aussi, c'est intéressant d'être capable de justifier quand on est en sous-réalisation et quelquefois même quand on est en surréalisation. Alors plutôt pour valoriser l'action. Dire, on pensait accueillir 50 personnes, ce que nous proposions était tellement intéressant que davantage de personnes se sont joints à nous. Bon, ça, c'est aussi un plus. Vous avez une partie budgétaire avec à chaque fois votre prévisionnel et votre réalisation, et puis un pourcentage d'engagement. Donc là aussi, c'est pour ça que c'est important d'avoir bien préparé le document. Et comme le rappelait Raymond la semaine dernière, comme quelquefois vous êtes obligé d'agréger, de réunir un certain nombre de dépenses pour les mettre dans une cellule, je vous invite, si vous utilisez par exemple Excel, à mettre un commentaire avec ce que moi j'appelle la règle de gestion, c'est comment vous êtes arrivé à ce chiffre-là. Et c'est surtout intéressant quand vous dites j'avais une facture de 1 000 € et j'ai estimé que seuls 25% devaient être affectés à cette action. Ben, quand vous avez fait le bilan, les 25%, vous savez pourquoi vous avez fait ce choix-là. Quand on vous interroge 2 mois plus tard, il est très probable que vous n'ayez plus la réponse à ça. Donc, prenez l'habitude de documenter tous les chiffres que vous indiquez. Voilà, après... Et pour reprendre par rapport à la semaine dernière, ce tableau-là, c'est le compte d'exploitation prévisionnel de l'association et non pas de l'action en particulier. C'est bien noté en haut, exercice 2000 quelque chose. Voilà. OK, donc là, je vous invite à le renseigner. Et puis ensuite, vous avez des données chiffrées, les règles de répartition des charges indirectes, les codes-parts, expliquer, justifier les écarts significatifs, éventuellement entre le budget prévisionnel et l'action et le budget final exécuté, la contribution des volontaires en nature. Là, je vous rappelle que si c'est une subvention du fonds de développement de la vie associative, donc il y a des bénévoles, et puis observation à formuler sur le compte-rendu financier de l'opération subventionnée. Et évidemment, quand on dit signature, représentant légal de l'association, généralement dans une association, c'est le président ou la présidente. Si vous avez un autre délégataire, merci de penser à lui faire une délégation de signature. Parce qu'autrement, le document n'aurait pas de valeur juridique. Voilà. Donc, c'était un petit élément d'un bilan. On va revenir, on va continuer sur les autres éléments. Donc, des choses qui sont vraiment importantes, hein, c'est la publicité, respecter la charte graphique, utiliser les bons logos. Je ne veux même pas oser vous raconter le nombre de fois où j'ai vu des gens qui prenaient les anciennes versions de logo. Et je pense que l'OFAGE, c'est le bon exemple. Parce que le logo, l'OFAGE, ils ont plein de logos. Absolument. Alors, je dois dire à chaque comité qui dépose une demande d'indiquer le logo, d'autant plus que c'est une directive de l'OFAGE. Non seulement il faut utiliser le logo et le logo actuel, il y en a qui se trompent, et en plus il faut des documents, des supports de communication dans lesquels est indiqué le soutien financier de l'OFAGE. Et là, c'est bien souvent, je suis bien obligé de le rappeler. Il y a des gens qui déposent une demande de subvention, qui rédigent un tas de documents. Le projet, il est très bien, mais à aucun moment, le soutien de l'OFAGE n'est mentionné.
Et ça, c'est important. Hein. Mais c'est valable pour n'importe quel financeur. Hein. Vous restez à une intercommunalité, vous adressez à une mairie, vous vous adressez au département, vous vous adressez à la région, c'est valable pour tout. Donc vérifiez la charte graphique, utilisez les bons logos et sur tous les documents que vous utilisez, vous mettez les logos. Le plus simple, c'est de mettre avec le soutien de. J'ai une association chez moi qui organise depuis quelques années un marché de Noël. Donc, ils sortent un petit livret. Et puis, sur la première page en bas, il y a toute la ligne avec les logos des financeurs. C'est tout bête, mais il faut le faire. C'est sûr qu'avec le soutien d'eux, c'est un peu passe-partout, sauf si dans le règlement financier, vous avez une obligation, comme c'est le cas, par exemple, de certaines subventions. Dans ce cas-là, vous calez sur la charte graphique. Et si vous avez, comme j'ai connu deux financeurs qui disent « nous serons toujours à droite, en bas à droite », à un moment, il va falloir échanger avec eux pour savoir dans l'ordre des logos. Hein. Mais bon, je pense pas que vous aurez obligatoirement ce souci-là, mais on peut l'avoir à Saint-Brieuc. On peut avoir des financeurs qui ont des chartes graphiques qui sont un peu contradictoires. Donc là, dans ce cas-là, on n'hésite pas à aller vers les services de com, leur poser le problème. Soit ils trouvent une solution, soit on fait un arbitrage, mais au moins on les a interrogés. Et ça, c'est toujours important. Élise demande comment récupérer les logos. On peut les demander généralement aux services financeurs. Hein. C'est la meilleure solution. Pour l'OFAGE, il faut aller sur le site de l'OFAGE. Il y a une barre d'adresse. On renseigne la barre d'adresse, on met logo et puis il va aller directement sur la page des logos. Et si par exemple, moi je pense au conseil régional. Il n'y a pas de problème, on trouve tout sur le site de l'OFAGE. Si on est par exemple, vous avez une subvention régionale ou une subvention départementale, là, il faut demander la charte graphique du département ou de la région. Et moi, j'évite d'aller sur leur site internet, sauf si c'est mon service, c'est le service comme j'ai eu l'autre fois, qui m'a envoyé le lien pour aller chercher à la fois le dernier logo et la dernière charte graphique. Et c'était le service de com qui l'avait envoyé. Hein. C'était pas autrement. Donc la traçabilité. Alors, pourquoi la traçabilité? C'est qu'il est important que vous soyez dans la preuve que vous avez réalisé l'action. Donc, pensez à faire des photos et des vidéos. Pensez à faire signer les fiches de présence. Pensez à faire une revue de presse. Pensez à recueillir le maximum de preuves que l'action est réalisée. Dans la traçabilité, chose que je n'ai pas indiquée, mais j'aurais pu indiquer, certains financeurs, parce que vous êtes sur de l'argent public, ils aiment bien quand on achète certaines prestations que vous ayez plusieurs devis. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le code des marchés publics, parce que les volumes, c'est au-delà de 25 000 euros, mais le fait que vous ayez mis un peu en concurrence, que vous ayez montré que vous avez cherché de la concurrence, fait que vous avez des gens qui peuvent vous le demander. Donc ça, pensez à mettre en place vraiment cette traçabilité. Voilà, et avant toute chose, quand vous Excuse-moi, Jean-Michel, je voulais rajouter quelque chose. Si vous avez affaire à des médias écrits, pensez à leur mentionner auprès du correspondant, auprès du journaliste qui a le soutien de tel financeur. Alors, c'est sûr qu'ils sont libres de reprendre ou de ne pas reprendre dans leur article, hein, mais il faut insister pour dire, voilà, on peut réaliser ça grâce à l'appui financier de M. X, de Mme Y ou de M. Z. Hein, en principe, ils ont l'habitude, en principe, ils le mentionnent hein, quand on leur demande. Oui, mais pas toujours. S'ils ne le mettent pas dans les preuves probantes, vous joignez le communiqué de presse que vous avez transmis aux journalistes. Voilà. Donc, vous joignez le communiqué de presse qui a été transmis aux journalistes et ensuite, vous joignez l'article qu'a fait le journaliste. Le service instructeur, en effet, ne vous reprochera jamais si vous avez indiqué dans le communiqué de presse que l'opération a reçu le soutien, par exemple, de l'OFAGE,
que le journaliste n'ait pas repris cette information-là. Parce que vous-même, vous aviez transmis l'information. Mais si vous ne la donnez pas, cela peut avoir quand même quelques conséquences. Hein. Voilà. Lorsque vous avez fait votre demande d'acompte, déjà, je vous invite à la faire si possible, le plus tôt possible. Deuxièmement, je vous rappelle que dans la majorité des subventions, on est sur de la facture acquittée. Donc, ça veut dire que vous avez reçu des factures et elles ont été payées. Donc, ça veut dire que vous avez soit l'habitude de pouvoir, et on pourrait vous demander à un moment de prouver que ça a été payé. Donc, soit vous demandez des factures acquittées, c'est une solution, soit vous joindrez des relevés de banque prouvant qu'il y a bien eu le débit. Donc voilà. Une fois que vous avez fait votre demande de justificatif, je vous invite plutôt de le faire dans la foulée de l'action. Pensez à faire relire votre demande parce que c'est très important de le faire relire. Déjà parce que quand on a écrit soi-même le document, quelquefois on fait des erreurs et on ne les voit même plus. Et donc le fait de le faire relire, c'est quand même très, très, très important. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, alors déjà, bon, ça c'était par rapport à tout à l'heure, Anne, qui te remercie pour ta réponse. Je suis vraiment intéressé par l'organisation d'une séance sur la méthode pour rédiger un vrai projet associatif. Ça c'était par rapport à tout à l'heure. Ludovic, il faut améliorer notre culture de l'évaluation en associatif avec les outils adéquats et donc le rendu aux financeurs ne posera plus de problème. Oui, alors la grande nouvelle pour Ludovic, c'est que je pense qu'il faut qu'on soit tous meilleurs sur le rendu des projets, hein, et pas qu'en associatif. Hein, voilà. Voilà. Après, il y a Ute qui demandait si on pouvait mettre l'enregistrement de ce meeting sur Facebook. Oui, c'est pas sur Facebook, c'est sur Workplace. Et vous pouvez les retrouver sur YouTube, sur la chaîne de YouTube de la FAFA. Donc, si vous n'avez pas le lien, je vais le récupérer, je vais vous le marquer. Voilà, c'est les seules questions qu'on a actuellement. Petite question un peu ouverte pour les gens qui sont présents. Avez-vous déjà rencontré des difficultés lors de bilan financier? Si oui, lesquelles et comment les avez-vous résolues? Ça serait intéressant un peu du partage d'expérience dans les gens qui ont fait des dossiers. Qui veut prendre la parole? Marianique Bernard de Laclé, je pense que justement lors des subventions, des justifications de subventions, pas obligatoirement par rapport à l'OFAGE, mais nous on avait un projet qui était subventionné à la fois par l'OFAGE et le ministère de la Défense, c'était avec des étudiants, des élèves français et allemands sur les lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale. Je me suis aperçue que les rubriques n'étaient pas obligatoirement les mêmes pour l'OFAGE et le ministère. Donc, ça oblige, alors comme vous disiez, il faut bien préparer parce que ça oblige à un peu de gymnastique. Il y a des choses qui relèvent, dans l'OFAGE par rapport à l'hébergement, qui est pris globalement, alors que d'autres côté, c'est pas pris globalement. C'est un peu, ça demande beaucoup de temps quand même. En fait, il faut faire ce qu'on appelle de l'ingénierie financière. Souvent, quand on est dans nos associations, on est très souvent, monofinanceur. Donc, monofinanceur, la démarche que je vous ai proposée, c'est une démarche qui fonctionne très bien. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, dans beaucoup de projets, on est aussi en multifinanceur. Et quand on est en multifinanceur, alors là, il faut être attentif aux attendus chartes graphiques, parce que moi, j'ai déjà, comme je vous le racontais,
tout à l'heure, déjà connu un de mes financeurs qui voulait le logo à droite, il voulait être vraiment le logo le plus à droite, et puis mon deuxième financeur qui voulait aussi être le deuxième logo le plus à droite. Donc à un moment, on leur a demandé qu'est-ce qu'on faisait, et puis on a trouvé avec eux une solution. Voilà, hein, de toute façon, on les a interrogés, donc des fois ils n'ont pas la réponse, hein, donc on trouve un compromis, mais surtout ça veut dire que quand vous avez des conventions, il faut bien regarder les délais, il faut bien regarder les obligations. Le piège, le pire qui puisse vous arriver, c'est vous avez 3 mois pour rendre un bilan sur la convention 1 et vous avez 6 mois sur la convention 2. Je vous rappelle aussi que les financements, généralement, c'est sur des factures acquittées. Factures acquittées, ça veut dire des factures payées. Et que ça veut dire que un de vos grands combats au démarrage, après la fin de votre opération, c'est de faire en sorte que les factures arrivent très, très rapidement. Et pas de laisser courir un peu les choses en disant ça peut attendre. Le temps que vous n'avez pas au démarrage, vous allez le perdre et il sera vraiment perdu. Donc il faut vraiment être très attentif à ça. C'est toujours intéressant de numéroter les factures. Moi, j'aime bien quand on fait des dossiers que ça soit le plus simple possible pour mon service instructeur. Plus c'est simple, plus ils lisent rapidement vos documents et plus ils laissent passer des choses qui ne sont pas importantes. Parce que vous êtes dans la transparence et vous essayez de montrer le mieux possible. Voilà. Moi, quand j'ai des factures qui font plein de pages, souvent je reproduis le chiffre de la facture, je le stabilote pour que si dans un bilan il y a un numéro de facture, il y a une date de facture. Les dates de facture, je vous rappelle que c'est très important aussi. Hein, dans les demandes de subvention, ils ont une validité dans une période. Donc, si vous avez une facture qui est hors période, la facture n'est pas éligible. Et à un moment, on avait, maintenant on n'a plus ça, mais quand on était à l'étranger avec des devises, il fallait prendre des cours de devises. Hein. Bon, on n'a plus ça, heureusement, au moins dans notre environnement franco-allemand, j'entends. Je voudrais compléter par autre chose. Je pense que ce n'est pas seulement un problème technique, un problème comptable. Lorsqu'on a plusieurs financeurs, quand on a des cofinanceurs, comment on fait pour présenter le dossier? Parce qu'il est évident que si on a plusieurs financeurs, les attentes de chacun d'entre eux ne sont pas forcément les mêmes. Alors, ce n'est pas l'objet de la conférence, de la visio de ce soir, mais ça pourrait être l'objet d'une prochaine visio. Si vous vous adressez, par exemple, d'une part à l'OFAGE, vous vous adressez à votre mairie, vous vous adressez à l'intercommunalité, vous vous adressez à la région, vous vous adressez au FDVA, comment on présente le dossier? Il est évident qu'on ne va pas le présenter de la même manière suivant qu'on s'adresse à l'OFAGE ou suivant qu'on s'adresse à la région ou à l'intercommunalité. J'ai vécu ça pour avoir monté un dossier il y a quelques années. J'avais quatre cofinanceurs. Et le dossier que j'ai présenté, je l'ai présenté différemment. Mais c'est pas l'objet ce soir, mais ça pourrait être l'objet d'une présentation future. On est vraiment dans l'ingénierie financière, hein. De toute façon. Oui, bien sûr. Il faut. Moi, j'ai des tableaux de bord au bureau parce que j'ai des opérations qui sont cofinancées par 4 institutions avec des règles de gestion un peu différentes. Et heureusement que j'ai des tableaux de bord qui disent le bilan doit être donné à telle date, telle dépense est éligible. Autrement, ça serait très compliqué, très compliqué. Il y a des financeurs qui vous demandent de resituer le projet dans la comptabilité annuelle, ce qui, pour une petite association, pose parfois un gros problème parce que, bon, pourcentage de telle dépense par rapport aux dépenses annuelles. Alors, comme en annuel, parfois, on va quand même un petit peu, on n'a pas toujours tous les détails. C'est ça qui m'a posé des problèmes, moi, quand je fais un projet comme ça. Mais quand vous avez des projets qui commencent à prendre de l'ampleur, moi, j'ai tendance enfin, normalement, c'est marqué dans plein de conventions. Hein. Il faudrait que vous ayez des comptes à part. Hein.
Oui. L'avantage, c'est que vous avez un compte à part, donc les mouvements sont identifiés sur ce compte, ils ne concernent que l'action. C'est comme dans le bricolage. Il faut une première fois où on essuie les plâtres et après la deuxième fois, ça ira mieux. Oui, mais voilà, mais de toute façon, on apprend en marchant dans ce genre de métier. Après, je pense que la FAFA, on est plusieurs à faire des subventions. On peut quand même, je pense, vous apporter des choses et vous aider. Parce que, voilà, moi, je fais partie des gens qui font qui vivent des contrôles à peu près, pas tous les jours, mais beaucoup, et j'accompagne beaucoup les gens là-dedans. Donc après, on a des réflexes. Jean-André, tu peux répondre à Élise là, sur la subvention Oui, phage? bien sûr. Alors, subvention phage. D'abord, une première remarque. La subvention phage ne subventionne pas un voyage, elle subventionne une rencontre ou un échange. Alors, il faut éviter le terme voyage et séjour. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis toujours. Vous voyez déjà dans une petite question, il y a un petit souci. C'est important le vocabulaire. Alors, la subvention phage peut peut financer une rencontre qui a lieu avec des Français et des Allemands chez le partenaire, c'est-à-dire en Allemagne. Les jeunes Allemands qui viendraient en France, donc chez le partenaire français, par contre, il n'y a pas de subvention ou phage qui passait du côté français. Mais du côté allemand, ils peuvent faire une demande de la même manière. C'est l'opération exactement inverse. Sauf s'il s'agit d'une rencontre en tiers-lieu. Je prends un exemple. Vous prenez 15 Français, 15 Allemands, et vous les emmenez aux Sainte-Marie-de-la-Mer. Et vous faites une rencontre pendant une semaine. Donc là, le comité français peut déposer une demande pour cette rencontre, et la demande, il la dépose pour les Français et pour les Allemands. Et ça passe par la centrale au phage. La même chose existe dans l'autre sens, en Allemagne, une rencontre entière en Allemagne, mais dans ce cas-là, c'est le partenaire allemand qui doit déposer la demande du côté allemand. Et je pense qu'il y a une subvention qui sera intéressante à justifier, ça va être le Fonds citoyen franco-allemand, oui. parce que en fait, vous pourriez prendre des dépenses en France, en Allemagne, et que ça soit géré par un seul partenaire. Et donc là, il va falloir mettre en place vraiment la traçabilité. Dans les choses qu'on disait tout à l'heure, on disait on fait signer les acteurs, les gens qui sont présents. Quand vous avez cette notion de jeunes de moins de 30 ans et de plus de 30 ans, si vous vous souvenez, quand vous êtes dans des opérations, dans des documents de l'OFAGE, on indique si la personne a moins de 30 ans, plus de 30 ans. Quelquefois, on a aussi la notion de sexe, parce que vous avez des fois dans les tableaux combien avez-vous de femmes de moins de 30 ans qui ont participé à l'opération. Et puis quelquefois, vous avez même la nationalité, parce qu'on vous demande aussi de faire une distinction. Alors, ce n'est pas nationalité, c'est pays d'habitation des gens. Ce n'est pas nationalité. Si on prend par exemple, Europe des citoyens, en fait, ce n'est pas le nombre d'Allemands qui viendraient par exemple à Saint-Brieuc qui compte, c'est le nombre de personnes qui habitent en Allemagne et qui viendraient à Saint-Brieuc. Alors, c'est une petite nuance, mais c'est une nuance qui est intéressante. Quelle subvention peut-on obtenir pour organiser des diffusions de films mamans sous-titrés en français au cinéma? Peut-être le FDVA, je dis peut-être. Le Fonds citoyen. Ouais, voilà. Pardon, le Fonds citoyen, je pensais. FDVA, je pensais au Fonds citoyen franco-allemand. Voilà, probablement. Mais ça peut être aussi peut-être votre mairie, qui vous soutient. Il y avait autre chose qui existait, mais je ne me souviens plus par quel biais. Je sais que Voiron a obtenu une subvention pour une semaine du film allemand, mais alors, il faudrait que je leur demande comment ils ont fait, parce que c'était pas par l'OFAGE, ça c'est sûr, mais je ne sais pas par qui ils étaient passés. Donc, après, la question, c'est votre projet, Brigitte, c'est un gros projet ou un petit projet? Quelle est la taille de votre projet? Oui, je voulais poser une question. Oui, vous parliez des originaux, mais qu'est-ce qu'on appelle un original à fournir à l'OFAGE maintenant? Il n'y a plus d'originaux.
Si, l'original, c'est le document signé manuellement. Si on envoie les devis maintenant par mail, on répond, on les rend Ah par oui, mail. mais l'OFAGE réclame l'original. Je prends la liste des participants, par exemple. La liste des participants, c'est la liste, c'est la feuille qui a été réellement signée par les participants, donc avec leur. Et c'est pas une copie que demande l'OFAGE, c'est vraiment l'original. Même chose pour le décompte d'utilisation de la subvention, parce qu'en fait, ça engage le signataire. Mais Donc, est-ce il que faut c'est que ça soit l'original vraiment scanné? l'original. Original scanné? Original Alors, scanné ou original cette original? année, c'est un peu particulier. En attendant, à cause du coronavirus, l'OFAGE m'a dit, bon, bah, vous dites au comité de vous envoyer les documents par mail, mais il faudra nous envoyer après coup, quand la Poste reprendra son service, nous envoyer après coup les originaux. D'ailleurs, j'en ai déjà reçu 2 ou 3 cette semaine. Donc ça, l'OFAGE réclame absolument les originaux. C'est un peu étonnant parce que là, oui, je te crois de toute façon, mais ce qui est étonnant, c'est que quand ça passe par les académies, l'année dernière, on a fait un échange et c'est moi qui me suis occupé d'envoyer les justificatifs. Ils m'ont demandé les justificatifs en PDF. Oui, mais ça, ce sont les académies. Hein. C'est l'éducation nationale. C'est une centrale phage. Hein. C'est une centrale phage. Hein. Oui, mais je pense que les académies ont leur propre fonctionnement. Ouais. Alors, la seule chose que je peux vous partager, c'est que moi, je trouve, pour faire de la sub depuis longtemps, qu'il y a des évolutions. J'ai connu des périodes où vous n'envoyiez même pas une facture en PDF. Hein. Il fallait absolument transmettre des documents papier. Comme maintenant, tous les organisations ont scanné les factures, maintenant ils acceptent les PDF. Il y a certains organismes qui acceptent la signature électronique. Ils sont peu nombreux. Mais quand vous prenez maintenant le Code des marchés publics, depuis le début de l'année d'ailleurs, vous avez des marchés qui sont notifiés en numérique. Donc, il n'y a plus de signature. Ça devient numérique. Donc, les organisations vont être obligées de s'adapter, hein, de toute façon. Donc là, ça va évoluer. C'est une législation globale qui est en train de changer. Le numérique arrive partout et on peut penser qu'à terme, ils demanderont les fiches de présence peut-être en numérique, mais néanmoins, vous devez les conserver en tant qu'original parce qu'ils peuvent vous les réclamer en cas de contrôle. Voilà. Mais une fiche de présence, oui, parce que là, on peut avoir un original, mais moi, je vois, on faut faire des devis, des factures, on les reçoit par mail. C'est ça, mais c'est pas pareil. On n'a plus d'originaux. Oui, mais... Des copies enfin, oui, non, mais on est bien d'accord, mais quand vous faites signer une fiche de présence avec des personnes, ça devient un original. Quand vous avez une facture, ça peut être un PDF, c'est pas du tout gênant, vous n'avez pas d'originaux. Vous recevez un PDF, vous imprimez le PDF. Hein, donc, de toute façon, non. Je pense que Jean-André parle bien de la fiche de présence, qui est un document qui est signé par chaque individu, ce n'est pas les factures. Non, d'ailleurs, de ce point de vue-là, l'OFAGE a simplifié les choses. Autrefois, il fallait envoyer les justificatifs de dépenses. Alors maintenant, l'OFAGE ne demande plus les justificatifs de dépenses. Il dit au comité, vous les conservez pendant 5 ans, puisque c'est la règle en cas de contrôle, mais il demande à ce que les bénéficiaires des subventions OFAGE établissent, après la rencontre, une liste de justificatifs qui est renseignée avec le type de dépense, le numéro de la pièce comptable, la date, le nom du bénéficiaire du paiement et la somme. Donc, c'est une liste de justificatifs. Alors, il y a une raison pratique à ça, c'est qu'effectivement, l'OFAGE traitant à peu près 8000 dossiers par an, ils étaient submergés à Berlin avec un tas de paperasses. Hein, c'est l'explication. Donc, les seuls justificatifs originaux que l'OFAGE demande actuellement, c'est le décompte d'utilisation de la subvention, qui est un imprimé blanc, imprimé vert, qui doit être signé par le président du comité ou par personne mandatée, et la liste des participants est bien la liste originale. Il y a des gens qui m'ont envoyé effectivement une liste
par mail. J'ai reçu cette semaine un comité qui m'a envoyé une liste et en fait c'est une photocopie. Je l'ai retoqué en disant ça marche pas, il me faut l'original. C'est l'OFAGE qui demande ça. Alors peut-être qu'il arrivera un jour où on aura un autre système, hein, mais pour l'instant on en est là. Donc il y a ces 2 pièces uniquement. Les autres, on peut tout transmettre par mail, il n'y a pas de problème. D'autres points, d'autres questions? Moi, je voulais faire une remarque, mais ce n'est pas tellement justificatif. Quand on monte un dossier, c'est important, quand on monte un projet, c'est important de lui donner un titre. Parce que le titre annonce un petit peu le contenu. Et quelquefois, il ne faut pas hésiter à utiliser un titre un peu accrocheur, voire même légèrement provoquant. Hein. Et même chose dans le contenu du projet, il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus. Proposer un projet original. Je me souviens effectivement du projet de la CLE dans la Somme. Je peux vous donner un autre exemple qui a été réalisé par ma commune, c'est pas moi, c'est le service jeunesse qui l'avait réalisé. Ils avaient organisé une rencontre de jeunes européens et ils avaient mis comme titre raconte-moi ton Europe. C'est mieux que de dire rencontre des jeunes et des jumelés, vous voyez. Donc ça, c'est une question de présentation. Et je peux vous donner un tas d'exemples de ce genre-là. Il y a des comités qui font ça très bien. Hein. Oui, c'est la logique projet. Hein. Oui, c'est ça. C'est toujours mieux d'avoir un projet avec un nom percutant. Ah oui, il faut que ça accroche. Hein. Le projet du congrès de Saint-Brieuc s'appelle Armor 2020. Ça devait se passer en 2020, c'était dans les Côtes d'Armor, donc on appelait ça Armor 2020. Bon, voilà. Donc, maintenant, c'est Kenavo les poteaux, c'est ça? Alors, maintenant, ça s'appelle toujours Armor 2020, mais ça aura lieu en 21. Bon, bah, c'est pas très grave. On va pas changer le nom. C'est comme les commémorations du 75e anniversaire auront lieu le 76e. Hein. Oui, comme les JO aussi ont lieu l'année prochaine, mais c'est quand même les JO de cette année-ci. Voilà, donc, messieurs, dames, avez-vous d'autres questions? Alors, je n'ai plus d'autres questions sur le chat. Je vous ai transmis les remarques au fur et à mesure, hein, donc je n'ai pas d'autres questions. Voilà, donc en fait, on vous renvoie vers notre chaîne YouTube où vous retrouverez les 7 autres épisodes des Mardis de la Fafa. Parce que, voilà, je me suis rendu compte que nous étions au 8e épisode des Mardis de la Fafa. Logiquement, la semaine prochaine, on accueillera nos amis de l'OFAGE qui devraient nous parler d'un appel à projet qui devrait sortir cette semaine. Si les choses se passent telles que prévues, on abordera le règlement général pour la protection des données le 9 juin, après notre assemblée générale du 6 juin matin, qui est un samedi de 10h à midi, toujours en visioconférence par le même canal. Voilà. Si il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à Barbara pour qu'elle puisse conclure. La dernière fois, j'avais dit qu'en matière de subvention, il faut se poser la question où est la vache et comment la traire. Mais aujourd'hui, nous avons découvert qu'il ne faut pas seulement savoir où se trouve la vache, il ne faut pas seulement savoir comment la traire, mais il faut également savoir comment utiliser le lait que nous recevons de cette vache. C'est-à-dire, il ne faut pas la lâcher comme ça dans la nature, mais il faut bien faire des paquets de beurre, des paquets de fromage, des pots de yaourt, et bien repérer tout cela dans une liste et bien l'administrer, bien le gérer. Ceci vaut donc autant pour le produit de notre vache que pour les subventions que nous recevons. Un grand merci à tous les trois. Vous avez encore fait un excellent travail et nous avons encore de beaux jours en perspective pour les mardis de la FAFA que nous allons certainement également continuer après la crise du coronavirus parce qu'il y a plein de choses intéressantes à découvrir, à discuter en commun. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde.